bravo. Bravo, maintenant on va l'orthographier B-R-A-V-E-A-U, évidemment. C'est une évidence. Donc, depuis 2 jours, j'ai énormément appris de choses, donc je suis ravi. Après, pour donner mon point de vue, j'hésite un peu, de le formuler un peu trop fermement. Il faudra que je vais simplement expliquer que c'est un exercice très difficile. Mettez-vous à ma place d'essayer de ramener des idées autour de tout ce qui a été dit sans déclarer la guerre conceptuelle avec d'autres, évidemment. Mais comme j'avais dit hier en citant Bachelard, là, il faut redonner à la pensée sa turbulence. Donc c'est le but d'un débat. Et Volubilis n'est pas partisan de la pensée unique. Et donc il y a eu énormément de points de vue, non pas contradictoires du tout, mais contrastés, dirais-je. Donc c'était plutôt des exposés complémentaires les uns des autres. Alors un peu en vrac, sans aucun classement. Je laisse de côté pour l'instant La Rosée. Ça m'a rappelé un livre que j'avais lu quand j'étais beaucoup plus jeune, de Jules Jamin, un livre 1879, si je me souviens bien, mais qui était intéressant. Ah, c'est Hérédité. Alors, donc notez-le, c'est Hérédité, donc on peut le trouver facilement. Oui, donc du coup, le premier grand thème, qui est celui de toutes mes recherches depuis une quarantaine d'années, qui a été un peu absent, mais c'est un peu normal, c'est l'urbanisation. On l'a évoqué, hein, bien sûr, mais d'une manière que je trouve un peu marginale, en disant, il y a artificialisation des sols, etc. C'est un vrai problème, mais on n'a pas assez souligné les évolutions planétaires de l'urbanisation et ses conséquences sur l'eau. Parce que, je l'avais évoqué hier matin en parlant du grand programme de création de latrines en Inde, 650 millions qui devraient être construites d'ici quelques années, ça se traduira évidemment par une nouvelle consommation d'eau, ne serait-ce que par les systèmes de chasse d'eau, tout simplement. Hein. Donc, quid de cette question-là? C'est une question très importante. Mais derrière ça, je fais partie de ceux, on n'est pas si nombreux, qui pensent que l'urbanisation, ce n'est pas simplement un problème de statistiques, comme on le dit souvent. On dit « Ah, attention, la population devient urbaine ». Non, pour moi, elle est urbaine. Nous sommes tous des urbains, y compris les agriculteurs. Et donc, par conséquent, je parle plutôt d'urbanisation des mœurs. Et là, va avec, j'allais dire, et charrier avec l'urbanisation des mœurs, toute la question de la représentation, y compris de la représentation de l'eau, bien sûr. Donc, cette dimension de la représentation de l'eau, pour moi, est décisive. Et si des nouveaux usages, puisque c'était le mot qui a été employé tout à l'heure, des nouveaux usages comme le tourisme, ou certains sports aquatiques, ça va avec une certaine représentation de l'eau. Et donc, vraisemblablement, une dévalorisation d'autres formes d'usage d'eau, et puis le fait qu'on va privilégier ces usages-là. D'où, évidemment, la question essentielle de quel est l'avenir du tourisme urbain, quel est l'avenir des pratiques sportives, etc., etc. Donc, vous voyez, ça, c'est un point commun à tous les exposés. Hein. C'est que tous les exposés ont dit tout est interrelié. Alors, ça m'a rassuré, d'une certaine façon, et ça m'a confirmé sur l'idée que l'écologie est avant tout une méthode au sens grec de méthodos. Odos, c'est la voie, le chemin sur le connaître, qui nous mène au connaître. Et l'écologie, pour moi, c'est toujours relier le processus, et ça a été dit dans plusieurs exposés, il y a toujours une sorte de réflexion un peu sur l'origine d'un sentiment, d'une situation, d'un phénomène, etc. Donc on en trace la généalogie. Donc c'est processuel, c'est transversal, ça on nous l'a dit, et c'est très très bien. Et il faut peut-être même être encore plus actif dans la transversalité. Ce n'est pas simple, évidemment. Et puis le troisième élément, qui est la définition que Ernst Haeckel avait donnée de l'écologie en 1866, c'est les interrelations. Donc, vous voyez, il y a trois dimensions, hein. Processus, transversalité et interrelation. Quand on réussit à combiner ces trois exigences méthodologiques, eh bien, on peut dire qu'on a écologisé notre esprit. Mais ce n'est pas simple. Il faut écologiser notre esprit. Et après, il faut écologiser les systèmes de gouvernance.
Donc on voit bien très bien que... alors j'avais écrit un papier dans Libération, mais enfin bon, comme personne ne lit ce journal, ou très peu. non, j'ai appris ça en version papier, c'est 15 000 exemplaires par jour. Moi je croyais que c'était beaucoup plus. Hein. Bon. Alors, il y a numérique, hein, bon. Donc, enfin, c'est pas beaucoup. Du reste, j'ai bien vu qu'aucun de mes amis m'a dit « Ah, ton papier est intéressant ». Donc, je me suis dit « Personne ne l'a lu ». Mais c'est pas grave, j'étais content de l'avoir écrit. J'invitais, après les élections municipales, à écologiser les conseils municipaux. C'est-à-dire à supprimer les responsabilités thématiques et verticales, monsieur ou madame sécurité, monsieur, madame parquet jardin, monsieur, madame logement, etc. Et de créer plutôt des éléments collégiaux hein, qui étaient transversaux. Donc, bon, ça, de toute façon, même si ça avait été lu, ça n'aurait pas été mis en application. Donc, ce n'est pas très grave. Mais je demeure persuadé quand même que c'est ça la démarche écologique, c'est d'être capable justement de transformer pas seulement notre manière de penser, mais aussi les solutions ou les expérimentations ou les alternatives qu'on veut essayer de mettre en place. Alors, ça commence tout doucement, et Yvon le sait très bien, avec aujourd'hui, parmi les architectes, les urbanistes, les designers, les paysagistes jeunes, ils sont très actifs sur le BTP, bois, terre, paille, et ça, c'est très positif. Mais ce n'est pas gagné, évidemment. Ce n'est pas gagné. Parce que de l'autre côté, il y a l'autre BTP qui est excessivement puissant. Les bétonneurs, ne l'oublions pas, possèdent quand même les médias, possèdent la téléphonie, possèdent la télévision, etc. Donc c'est excessivement difficile en France d'avoir un débat serein, mais en même temps ferme, sur les questions qui concernent ce qu'on appelle la nature, à défaut d'un autre terme. Donc je commencerai dans tous les mots que j'ai repérés depuis 2 jours. Il y a ce mot nature qui est très important. Alors moi, venant de la philosophie, évidemment, je vais pas vous faire un cours, rassurez-vous, mais je vais revenir sur Aristote, tout simplement, qui montre bien qu'il y a 2 dimensions du mot nature. Il y a la nature des êtres humains, c'est-à-dire quelque chose qui nous caractérise d'une manière singulière, spécifique. Et puis, il y a ce qui nous est totalement étranger et qu'on ne connaîtra jamais vraiment, qui est ce qu'on appelle, depuis les géographes, et pas seulement, le milieu ou l'environnement. Donc cette nature-là, elle est notre altérité absolue, c'est-à-dire que jamais on ne saura ce que la rivière nous raconte, ce que l'arbre avec qui on converse nous dit vraiment, ce que l'oiseau ressent face à la buée, à l'orage ou à l'incendie. Mais néanmoins, on doit faire avec. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus fréquent qu'on croit. J'observe et j'entends maintenant de plus en plus de gens qui disent, y compris dans les soutenances de thèse, attention, il y a le non-humain. Alors ça, c'est bien. Je pense qu'il nous faut réfléchir sur l'humain, le non-humain, et les deux constituant le vivant. Mais il n'y a pas que le vivant non plus. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément apparemment vivant, qui semble inerte, mais qui participe grandement à notre façon de faire monde. Donc c'est une dimension considérable. Alors cette nature, elle est pour nous humains ressentie d'une certaine manière. Donc il y a, et l'expression n'a pas été assez formulée, donc j'en profite, il y a un sentiment de la nature à expliciter et à essayer de comprendre. Ce sentiment de la nature, pour moi, c'est ce qui va présider à notre conception du paysage. Donc le paysage, comme les territoires, n'est pas donné. Alors vous voyez, là je vais pas... Ce serait absurde de dire, vous voyez, dans l'ensemble des exposés qu'on a eus, certains étaient, de mon point de vue, d'autres au contraire. Vous parlez du paysage comme un truc qui existait en dehors de nous, ou le territoire. Non, moi je suis convaincu que le territoire et le paysage résultent. Et donc ils résultent, alors là je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais ce sont des résultats, ce ne sont pas des choses qui nous sont données. C'est aussi tout à fait, évidemment, intéressant. Lorsque j'ai essayé de dialoguer avec notre ami italien sans aucun succès hier, tant pis, je voulais lui simplement rappeler que le paysage, dans sa première définition en langue française, c'était ce que notre regard embrassait d'un seul coup d'œil. Donc le paysage était visuel et que depuis maintenant quand même quelques décennies, on considère qu'il y a une approche polysensible
du paysage, qui se traduit aussi par un autre rapport au paysage qui est l'émotion, et que cette émotion, évidemment, est l'expression même de notre subjectivité. Donc chacun d'entre nous a sa propre approche paysagère, donc il n'y a pas à considérer que le paysage est donné, que le paysage c'est ça, et qu'il y a un paysage méditerranéen. Non, 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 il y en a plusieurs. Voilà, donc ça c'est un point pour moi très important. Alors ensuite, il y a eu la réflexion sur les bassins versants. Je n'ai pas posé la question, mais, parce que c'était peut-être un peu trop court, mais le bassin versant définit depuis Patrick Guédès et Élisée Reclus, définit la région. Et les théoriciens du biorégionalisme considèrent que le point de départ d'une biorégion, c'est le bassin versant. Donc une question que j'aurais posée aux personnes qui ont parlé ce matin, c'était est-ce qu'il y a la possibilité de quitter le département, la commune, je ne sais pas trop quoi, pour élaborer, définir, délimiter, dessiner des biorégions? Voilà, c'est une question qui se pose. Alors, il y a toute une école américaine, californienne, avec Peter Berg, c'est lui un des premiers théoriciens, mais il y a Kirkpatrick Sale, il y a Gary Snyder, pour prendre un poète remarquable. Et puis, du côté italien, il y a Alberto Maniaghi, que vous connaissez peut-être de nom, que je m'efforce de faire connaître en France. C'est un ami, j'ai publié ses livres dans la collection que je dirige chez Hétérotopia. Donc c'est un vrai combat, hein. Ça a été dit, c'est très juste. Toute idée est un combat. Bon. Donc là, la biorégion me semble être une bonne idée. Mais ça veut dire aussi, vous allez voir que si on la pousse un peu à bout, cette idée, eh bien évidemment, c'est la négation de l'État-nation. Et donc c'est aussi le moyen de réfléchir sur le pluriversel et non pas seulement l'universel. Alors là, je peux vous dire que c'est un terrain miné. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois dans des émissions de radio et j'avais des universalistes purs et durs en face de moi qui considéraient que j'étais très dangereux. C'est pas vrai. Je suis très gentil. Je ne suis pas du tout belliqueux ni agressif, mais je pense qu'il y a du pluriversel. Je l'observe et donc c'est très bien. Enfin, il faut cultiver les deux. Voilà, moi je ne choisis pas entre l'un ou l'autre. Je pense qu'il nous faut mêler les deux parce qu'il y a vraisemblablement des invariants anthropologiques qui sont à dimension universalisante, mais il y a ensuite des pratiques culturelles ou des mots ou des langues qui valorisent plutôt et exaltent une certaine pluriversalité. Alors, dans tout ce qui a été dit, j'en ai tiré une petite trinité pratique. Alors, je le formule à ma façon. Il a été formulé l'idée que nous étions dans du cas par cas, c'était dit encore tout à l'heure, dans du sur-mesure et dans du faire avec les habitants et le vivant. Donc ça, c'est une trinité de praticiens et de praticiennes qui, d'une certaine façon, remet en cause un peu l'universalité aussi, puisque on est dans du cas par cas, dans du sur-mesure, etc. Et ce n'est pas du tout facile à faire admettre, parce que dans notre pays très centralisé, on veut qu'il y ait une loi qui soit la même pour tout le monde. Et donc, si on veut justement expliquer que là, ce n'est fait que d'exception à la règle, alors il nous faut penser autrement. Et c'est pour ça qu'il faut écologiser notre esprit. Donc ce point-là me semble décisif. Je ne vais pas l'approfondir. Ensuite, en réfléchissant à tous les exposés que j'ai pu entendre, je me suis dit que finalement, 2 autres termes, j'ai parlé du paysage tout à l'heure, mais il y en a un autre qui va avec, c'est le patrimoine. Et bon, ça a été mentionné à plusieurs reprises cet après-midi. Voilà un autre terme qu'il nous faut peut-être redéfinir autrement. Du reste, il se cherche ce terme. On parle de monuments aussi, bon, qui étymologiquement veut simplement dire se souvenir. Un auteur que j'aime beaucoup qui est Hugo Convance, bon, ça vous dit peut-être rien, enfin bon, c'est le ministre prussien. Oui, c'est pas une qualité, mais enfin bon, disons-le franchement, c'est les ministres prussiens des monuments immatériels. Et ces monuments-là, immatériaux, ce sont les forêts. Ce sont les forêts, les rivières, les mers et les fleuves. Et Hugo Convance intervient lors du premier congrès international des villes en 1913 à Gand. Et son discours, qui est traduit en anglais, contient le mot care. Et donc, j'étais récemment à un colloque
Bon, j'ai rien dit parce que la personne disait, voilà, le mot Caire apparaît en 1998, je suis la première à en avoir parlé en France. Bon, vous voyez dire, mais non, c'est Hugo. Pas Victor, mais Hugo Convance. Non, non, je me suis tu, je me suis dit, bon, elle a l'air contente. C'était... Non, non, mais quand les gens sont satisfaits, bon, enfin bref. Donc, non, je crois qu'il nous faut toujours faire la préhistoire des termes. On apprend beaucoup de choses comme ça. Des termes, et puis aussi de comprendre pourquoi, à un moment donné, le terme ne prend pas. Hein. J'avais une mésaventures, c'est ce que je suis en train de vous raconter. J'avais été invité par la ville de Paris, par la responsable des jardins sur les toits, et je lui dis, alors y a-t-il des questions? Je dis oui. Je dis, je suis très très content que vous repreniez les idées de Georges de Montenac en 1906. Et elle me regarde comme ça. Je lui dis oui, dans son livre que vous avez tous lu évidemment, La fleur et les villes, un très beau livre publié chez Payot, 1900, à Lausanne. Le chapitre 3 est sur « Et si on cultivait sur les toits ?» Et c'est même assez amusant parce qu'il avait des amis suisses qui avaient loué un toit d'un gratte-ciel à New York en 1902 pour camper sur le toit afin d'observer la Voie lactée. Et le restaurateur qui était en bas du gratte-ciel avait été très malin, il montait un peu à manger à ces touristes qui campaient sur le toit. Et puis de fil en aiguille, ils ont commencé à monter des bacs avec de la végétation, etc. Donc lui, quand il est rentré en Suisse, il s'est dit ce serait peut-être pas idiot finalement de cultiver sur les toits. Et puis, bon, la question de l'intempérie, la question de l'hiver qui était rude, etc. Et puis surtout, la question de la structure porteuse. Parce que, évidemment, des bacs de terre avec de l'eau. Il faut que je m'arrête? Ah oui, parce que j'ai mon taxi, d'accord. Oui. D'accord. Taxi driver, il faut que j'y aille. Voilà, donc du coup, dans toutes les réflexions qu'on a, et là sur l'eau, on voit bien que ça a été dit, ce serait bien l'année prochaine, hein, on vous a fait la remarque, de penser à telle chose, à telle chose. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi à la notion de sol, ça a été mentionné à plusieurs reprises, et de terre. Et je pensais évidemment à tout ce que Marc Dufumier, qui a un nom prédestiné, si je puis dire, m'avait raconté, ou les époux bourguignons. C'est vrai qu'on ne peut pas, et on l'a vu dans les images du film d'hier, avec la sécheresse, on ne peut pas parler de l'eau sans parler immédiatement, quasiment, de la Terre. Et la Terre, c'est la petite planète sur laquelle on est et qui ne va pas très bien. Et je vous remercie beaucoup.